Dès l'instant où on a compris où était stockée la mémoire, à savoir dans le cerveau, on s'est dit qu'on ne pouvait pas remplacer les pièces tout en conservant une trace de cette information. Et on a tellement galéré pour apprendre à parler, à marcher, qu'on ne pouvait pas imaginer qu'ensuite on allait perdre toute cette information par l'arrivée de nouveaux éléments. Ces neurones qui arrivent sont des neurones frais qui n'ont encore participé à aucune fonction mentale. Chez l'adulte, on ne perd pas complètement nos souvenirs parce que c'est une fraction infime de ces nouveaux neurones qui arrivent et les neurones préexistants prennent en charge l'information. Donc on est là plus pour la maintenance. En revanche, juste après la naissance, et ça c'est une des caractéristiques du cerveau humain, on a une explosion du nombre de neurones et cette production de neurones est si intense que justement toute information captée ne sera pas conservée parce que le ratio entre le nombre de nouveaux neurones et les neurones préexistants en fait, est dominé par les nouveaux neurones. Et donc là, on a vraiment l'éponge. On peut expliquer aujourd'hui cette fameuse période d'amnésie infantile durant les 2 premières années de notre vie par l'arrivée intense de ces nouveaux neurones. Et ce dogme est tombé finalement qu'il y a très peu, quelques dizaines d'années. On parle de ces cellules qui naissent dans un lieu particulier, qualifié de pouponnières. Il leur faut ensuite migrer, mais évidemment, elles ne migrent pas partout. Et là, on voit les nouveaux neurones dans les régions clés du cerveau humain, à savoir les systèmes de la récompense et la formation de nos souvenirs et la gestion de nos émotions. C'est dans ces structures-là qu'on trouve des éléments qui sont capables d'attirer les nouveaux neurones. Parce que là où ils naissent, ils sont pratiquement indéterminés et donc ils vont utiliser des repères spatiaux de la matrice extracellulaire dans l'environnement permissif qui va les guider. Et donc c'est là où on se rend compte que le cerveau ne s'use que si l'on ne s'en sert pas, parce que ces guides, ces molécules qui vont agir comme des aimants, elles vont être produites avec une intensité d'autant plus grande que les circuits sont actifs. Malheureusement, celui qui vivra un coma pendant plusieurs semaines, voire mois, et là, on sait bien que ces molécules-là vont disparaître. Le futur qu'on voit arriver en matière de thérapie, soit neurologique, soit d'ailleurs dans le monde de la psychiatrie, c'est de déverrouiller quand ces fontaines finissent par se tarir, en quelque sorte. Une molécule qui est utilisée, vraiment peut-être même abusée sur la planète, c'est le Prozac. Eh bien, cette molécule, cet antidépresseur, on s'est rendu compte qu'elle traitait des dépressions sévères. En revanche, on n'avait aucune idée du mécanisme d'action de cette molécule. Et il y avait quand même un mystère à résoudre. Pourquoi, quand un patient prend ce type de substance, il lui faut attendre 4 semaines pour voir apparaître les effets bénéfiques de la molécule ? Alors que quand on mesure dans le sang, dans le liquide céphalorachidien, ce liquide qu'on trouve dans le cerveau, il faut quelques heures pour que cette molécule passe plusieurs barrières et se retrouve dans l'organe cible, le cerveau. Eh bien, aujourd'hui, on explique cette latence de 4 semaines, qui est le temps qu'il faut pour qu'une cellule souche stimulée par cette molécule se mette à se diviser, à produire des cellules qui ne sont pas encore tout à fait différenciées, donc elles vont devoir se différencier, migrer, s'intégrer et participer avec le réseau qui vient de l'accueillir et comprendre les règles de fonctionnement dans ce réseau. C'est exactement le temps qu'il faut pour que ces nouveaux neurones qui naissent d'une cellule souche s'intègrent et participent dans les circuits. Donc on s'aperçoit aujourd'hui, évidemment, que nous avons notre Prozac naturel, c'est lorsque nous sommes portés par le désir. Le plaisir, c'est le fameux couple désir-plaisir qui produit une alchimie particulière qu'on pourrait qualifier d'alchimie du bien-être. Et c'est dans ces conditions-là que notre cerveau produit ces éléments, ces molécules, que l'on doit prendre artificiellement lorsque on est dans une souffrance mentale et que notre cerveau n'est plus capable de produire ces molécules naturellement. Le plaisir et le cerveau qui est plongé dans l'instant présent, et l'alchimie du plaisir, c'est la dopamine, c'est donc les systèmes de la récompense, c'est une espèce de juge qui vérifie que toute action que nous venons de déclencher est congruente par rapport à la motivation qui nous a poussé à agir. Et si il y a congruence, eh bien, le système de récompense nous dit bravo, Pierre-Marie, je t'invite à recommencer. Cette invitation est dangereuse, puisque s'il n'y a pas de régulation, on va très vite sombrer dans ce qu'on appelle la souffrance de l'addiction, la dépendance. Et addiction vient d'addictus en latin, qui est l'esclave qui doit payer ses dettes à son maître. C'est-à-dire que le sujet perd complètement le libre arbitre.
parce qu'il est en permanence invité à recommencer. Eh bien, c'est tous les sujets qui vivent en fait le temps présent. Tous ces sujets qui vous envoient des mails et qui vous interpellent parce que vous n'avez pas répondu 5 minutes après. Et ce sont des gens qui vivent sur les systèmes de la récompense. Or, la nature nous a dotés, et pour moi, l'humanité siège là, c'est les lobes frontaux qui sont la fameuse boussole de Sénèque. Il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait où il va. C'est-à-dire qu'en fait, on a une boussole, une partie de notre cerveau qui est en permanence en train de définir des probabilités de situations qui vont venir. Donc en fait, en gros, c'est une partie de notre cerveau qui nous projette dans le futur. Et évidemment, dans cette démarche-là, nous allons simuler mentalement la récompense à venir, la fameuse récompense, mais qu'on ne consomme pas, qu'on simule. Ça, c'est le désir. Et lorsque le désir précède le plaisir, lorsque donc cette partie de notre cerveau fonctionne avant que les systèmes de récompense soient actifs, le sujet garde complètement la maîtrise de ses actions. C'est-à-dire qu'il va jouir de son libre arbitre. Et lorsque le désir n'a pas précédé la phase de gratification que l'on vit à l'instant présent, il y a des risques d'addiction. Pour revenir à notre étincelle, ce qui, pour moi, était un défi, c'est d'avoir vu cette hécatombe de tentatives venant de la morphologie, de l'observation, de coupes anatomiques du cerveau, voyant des chercheurs montrer des preuves assez convaincantes que des cellules se divisaient, mais ils étaient incapables de démontrer, par la fonction de ces cellules, que c'était des véritables neurones. Et ça a été notre reconnaissance au niveau mondial d'avoir démontré que ces cellules étaient des véritables neurones. Et non seulement que c'était des véritables neurones, parce que là encore, on nous a dit très vite dans nos premières tentatives, oui, bon, mais ça c'est en fait un reliquat du développement, c'est la partie embryonnaire du cerveau, mais ça met du temps, mais il va s'arrêter après. Ces cellules ne servent à rien, elles construisent juste l'élément, elles apportent des briques de construction. Et en cherchant bien, on s'est rendu compte que non, elles n'apportaient pas des briques comme les autres, elles apportaient des fonctions que les autres n'étaient pas capables de remplir. Ce que montre aujourd'hui la neurobiologie, c'est que certes, les circuits ne s'ouvrent pas tous vers le monde extérieur de façon synchrone, mais ce qu'on aimerait dire, c'est que une fois que la formation est acquise, jamais ces circuits vont se refermer. C'est-à-dire qu'ils vont conserver une plasticité, qu'elle soit supportée par l'arrivée de nouveaux neurones ou par des connexions qui vont pouvoir se brancher, se débrancher en permanence, tant qu'il y aura désir et plaisir. Et peut-être que le frein le plus puissant en matière de sciences de l'éducation, c'est l'ennui. Et on se rend bien compte qu'un cerveau qui n'a plus d'émotion, qui n'exprime plus d'émotion, un cerveau qui s'ennuie, est un cerveau qui se referme, évidemment, qui perd sa plasticité.